Un livre doit être plutôt quelque chose de free jazz. Qui disait qu'on écrit sans cesse avec les mêmes mots, les mêmes poèmes. C'est un peu ça le travail d'un écrivain. Peut-être que dans le premier roman sont posées déjà les fondations, les thèmes centraux, et qu'ensuite c'est une déclinaison pour essayer de s'approcher au mieux d'une matérialisation d'obsessions ou de thèmes privilégiés. Je crois que c'était Gertrude Stein qui disait que écrire, c'est regarder un... Bonjour et bienvenue dans le Carnet d'Or, le magazine littéraire de France Culture. Chaque semaine, 3 écrivains autour d'un thème, d'une actualité et d'un enjeu d'écriture pour tracer, avec leur voix, cette carte du paysage littéraire. Alors les voix qu'on vient d'entendre, ce sont celles de mes invités de samedi dernier, Jean-Baptiste Delamo, Martine Roffinella et Tom Lannoy, qui passent leur plume de parole aux 3 auteurs qui m'entourent aujourd'hui. 3 auteurs francophones, français ou francophones, dont les derniers textes interrogent brillamment la création littéraire entre la France et l'Amérique. Bonjour Tanguy Viel. Bonjour. Bonjour Marc Green. Bonjour. Et bonjour Jean-Jacques Bonvin. Bonjour. Tanguy Viel, vos lecteurs assidus savent bien qu'il y a quelque chose en vous d'américain. Dans ce dernier roman aussi brillant que désopilant, La disparition de Jim Sullivan, un auteur français qui a soi-disant composé un roman américain, nous en livre toutes les clés dans un récit mi-sérieux, mi-amusé, délicieusement français. Jean-Jacques Bonvin, après Ballast qui retraçait la dérive de Neal Cassady et la mémoire des écrivains de la Beat Generation, vous présentez un roman tout aussi poétique et saturé d'Amérique Larsen, du nom d'un ami chez qui votre narrateur passe 15 jours en Californie dans une drôle de communauté bercée par le même quotidien et la lecture notamment de Roberto Bolaño. Enfin Marc Green, quelle ne fut pas ma surprise en ouvrant le livre d'un franco-américain de lire une fiction aussi française. Quelque part entre la satire de Saint-Germain-des-Prés et la réflexion sur l'art du roman, vous racontez l'itinéraire croisé de 3 lettrés dans ce qui ressemble fort à un thriller autour de la création. Merci beaucoup à tous les 3 d'être donc là pour ce nouveau plateau du Carnet d'Or. Quelques mots pour commencer que j'ai très malhonnêtement tiré du roman de Jean-Jacques Bonvin et que je vais vous lire dès maintenant. On est loin de Paris et loin de la poésie. J'aime bien cette phrase, parce que ça donne le ton quand même, de ce plateau aussi. Et chez vous, Jean-Jacques Bonvin, ce dépaysement que connaît votre narrateur à la lecture, en l'occurrence de livres conseillés par son ami, mais aussi dans l'Amérique où il se trouve pendant 15 jours de vacances, ce dépaysement, il implique quand même quelque chose de l'Amérique pour vous, j'ai l'impression. Dans les 2 romans qu'on vous connaît, il y a de l'Amérique. Pourquoi l'Amérique ? Dans le premier, c'était l'Amérique rêvée, un peu vécue, celle du mythe. Et dans Larsen, c'est la même chose en creux, ou en bémol. C'est-à-dire que c'est toujours l'Amérique, mais dans la réalité que je rencontre quand j'y retourne maintenant. C'est devenu pour vous quand même un territoire littéraire qui va de pair avec l'écrit, avec ce que vous écrivez. Ça l'était, c'était un territoire littéraire parce que c'est un territoire qui s'y prête. Aux États-Unis, au fond, la mythologie et la vie quotidienne se rejoignent tellement qu'on ne sait plus où se trouve quoi. C'est-à-dire que la vie quotidienne telle que l'imagine un Américain, tel que je peux les connaître moi, la vie quotidienne est très vite transformée en une sorte de mythe qui correspond au mythe qui est véhiculé par les médias. Donc on est un peu en boucle. On est toujours dans une forme de spectacle. Dick disait que Forceville dans le Colorado était une publicité pour Forceville dans le Colorado. Donc, ce type de territoire, qui est un territoire en boucle, qui est un territoire assez trompeur en fait, parce qu'on aimerait bien voir l'envers du décor et il n'y en a pas. C'est fascinant. Tanguy Viel, je le disais en introduction, on vous connaît un goût certain pour l'Amérique. Je pense par exemple à des romans comme Cinéma ou Black Note, où l'Amérique apparaît quand même en creux. Que représente ce pays pour le romancier que vous êtes ?
Je crois que l'image a évolué au fil des années, mais je pense que ce qui s'est passé, c'est que ça se sont accumulés des récits et des récits qui viennent soit du cinéma, soit de la littérature, en effet, du roman américain, et jusqu'à saturation au fil du temps. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai eu besoin d'écrire ce livre-là autour de l'Amérique. C'est-à-dire, à un moment, moi, regarder l'envers du décor de ma propre mentalité, enfin de la construction de mes images mentales plutôt. Et j'ai vu à quel point l'Amérique me débordait. Et donc je ne sais pas si, en disant ça, je veux dire que j'ai pas un rapport positif ou négatif, j'ai un rapport passif à l'Amérique. Ça veut dire qu'il faut lire les premières pages de votre roman comme un aveu d'écrivain, en fait, irrésistiblement attiré par cet ailleurs qu'est l'Amérique. Sauf que c'est quand même un narrateur, Ouais. donc non pas que je vais me défausser, mais bon, j'ai forcément un peu surjoué la position du complexe du David contre Goliath, et donc le narrateur surjoue sa position de petit écrivain français qui lorgne vers cet univers qui est de géant, en fait. Comment il est né ce roman précisément? Vous vous souvenez du défi, en fait, à mon avis? Oui, vous avez bien vu ça, oui. C'est exactement ça, c'est né en 3 minutes. C'est-à-dire que autant il y a des romans qui naissent pas d'une idée, mais qui naissent d'un lent agrégat de matière au fil du temps. Celui-là, c'est très clair qu'un jour, j'étais dans une librairie et j'ai vu la table des nouveautés, et il y avait évidemment pratiquement que des romans américains. Et ça m'a... à la fois, je me suis dit, ils ont de la chance, ils arrivent à écrire des livres. Et à cette époque-là, j'avais un peu du mal. Voilà. J'ai toujours des crises, et donc j'étais un peu dans une crise, et donc j'étais entre jalousie, agacement, fascination. Et c'est tout ce mélange-là qui s'est à un moment cristallisé dans cette idée dans cette position en fait un peu nerveuse en fait du narrateur, qui consistait à dire, moi aussi je vais en écrire un roman américain. Donc il y avait un effet de ressentiment même que j'ai surjoué aussi dans le narrateur. Mark Greene, je me tourne vers vous. Je le disais en introduction, vous êtes franco-américain, et alors vous avez choisi d'interroger dans ce roman, ce dernier roman, l'écriture et la littérature française, surtout. Il faut y voir quoi? Un paradoxe? Un défi, là aussi? Oui, bon, j'aurais pu choisir l'Amérique. Mon père était américain, ma mère est française. Et curieusement, mon père était très francophile, alors que ma mère était plutôt tournée vers les États-Unis. Et son souhait, à elle, c'était plutôt que je parte faire mes études aux États-Unis, que je devienne éventuellement un professeur de littérature américain, comme dans le livre de Tanguy. Mais moi, j'ai choisi de venir en France. Peut-être j'étais assez amoureux de la France. En fait, j'ai choisi le père, au fond, en venant en France, paradoxalement. Et la littérature, pour moi, ça a toujours été quand même la littérature française, d'abord, qui est devenue mon socle, oui. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la littérature française, ou du moins dans la façon que les Français ont de penser le roman par rapport aux Américains? Je crois que ça part quand même de la poésie. Enfin, la base, dans mon cas, c'est quand même la poésie française. Il y a un rapport de force quand même un petit peu entre la France et les États-Unis, et on pourrait se demander un petit peu qui gagne. Hein. Il y a comme une sorte de compétition. On a l'impression que ce sont presque devenus les deux grands pays de la littérature, la France avant, les États-Unis maintenant. J'ai pas vraiment de réponse à votre question, mais on peut avancer un peu. Je peux essayer d'avancer un petit peu pendant cette réunion. Bien sûr. Tanguy Viel, dans La disparition de Jim Sullivan, vous explorez ce qui fait le roman américain. Alors quels en sont pour vous les critères les plus flagrants? Vous en parlez beaucoup. Dans le livre est saturé de tips, comme on dit en anglais. Oui, il y a une série d'ingrédients qui sont les ingrédients de l'Amérique elle-même. Enfin voilà, donc des éléments qui empruntent à la vérité de l'espace, du paysage, des personnages, de la sociologie. Donc ça va pour moi des grands lacs, des grands espaces, aux personnages qui est toujours un peu désabusé, autour de 50 ans. Enfin, je parle le personnage principal d'un roman américain écrit par un blanc de 50-60 ans aujourd'hui. C'est un prof de fac divorcé, fatigué, qui est en train de vouloir revivre une deuxième vie et qui n'y arrive pas. En gros, c'est à peu près ça. Ça a l'air de vous amuser, Jean-Jacques Bauvin, cet archétype du roman américain. Oui, parce que en ce sens, le bouquin, et dans l'autre sens, il est formidable. Il est dit au début qu'il suffit au fond d'un champ complètement désertique avec un poulailler au milieu, et ça donne un roman international ou un roman américain. Et la récurrence de l'homme divorcé qui se pose des questions sur sa vie,
vers 50, 60 ans, c'est effectivement un thème qui parcourt le roman populaire américain. Ford, même Roth et autres sont continuellement dans ce genre de problématique, de livre en livre. C'est vrai qu'il faut L'homme préciser, divorcé. si je peux me permettre, vous avez dit le roman populaire, c'est un peu vrai. Enfin, je ne sais pas si chez vous il y a une notion péjorative en disant ça, mais en tout cas le roman mainstream. Cela dit, la figure, Pardon, je vous ai interrompu. la figure de l'outsider, la figure du marginal, quelque part, on la retrouve dans votre texte, Jean-Jacques Bonvin, à travers la bande de Larsen. Oui, mais ce ne sont pas du tout des outsiders ou des marginaux, je pense, tels que le roman américain peut les utiliser. D'abord parce qu'il se passe peu de choses, c'est extrêmement descriptif et que le roman américain, par définition, exige un type d'action. Et là, il s'agissait précisément, non pas de montrer, il n'y a rien à montrer, mais il s'agissait de décrire au fond des êtres qui ont cessé d'agir. Non pas qu'ils soient désespérés, ils sont peut-être même pas fatigués, simplement c'est la fin d'un élan, et c'est la fin d'un élan qui est plutôt propre, je pense, à une mentalité, mais j'exagère, mais à une mentalité européenne qui est une mentalité américaine. Il est dit quelque part, je ne sais plus lequel de vous deux écrit qu'aux États-Unis, une ligne droite ne finit jamais par une courbe. Et c'est vrai. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est plutôt un cercle qui n'en finit pas de tourner. Et là, pour ces personnages dans Larsen, il s'agit d'une espèce de longue entropie qui n'est encore une fois ni du désespoir, ni la volonté d'en finir, mais qui est tout simplement, au fond, c'est quelque chose qui relève presque de la physique, oui, de l'entropie. Marc Greene, Oui. est-ce que vous vous intéressez à ce type de personnage un peu perdu, délaissé pour compte, qu'on trouve très souvent dans le roman américain, vous, pour vos fictions? Oui, oui. D'ailleurs, je voulais dire au sujet du livre de Jean-Jacques, on a l'impression que les personnages sont presque des objets. Hein, ils sont très proches des objets, et la séparation n'est pas très évidente entre l'homme et l'objet dans votre livre. Les matériaux. Oui, entre le matériel et Oui. l'humain. On y reviendra, bien sûr. J'aime bien les choses qui sont fort closes, hein, quand les gens qui essayent de revenir et qui ne peuvent plus. Disons les atmosphères ou les personnages qui sont un peu à un crépuscule, disons, qui se trouvent à une fin, confrontés à quelque chose qui ressemble à une fin. Oui, ça me paraît être la grande question pour moi. Oui. Si l'outsider était le personnage archétypal du roman, disons, populaire américain, quel serait l'archétype du roman français pour vous? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de sommet romanesque c'est pas vraiment un roman, c'est plus une longue nouvelle qui est un cœur simple de Flaubert. J'ai l'impression que là, on arrive à une sorte oui, c'est un personnage un peu marginal, le personnage de Félicité. Oui. Parce que vous, quand même, dans votre roman, vous n'êtes pas loin de la satire quelquefois. Vous décrivez très précisément le petit milieu germano-pratin, les poses, les postures de l'écrivain aussi. Oui, j'essaie de pas aller trop loin là-dedans, mais effectivement, oui, c'est un peu... Il y a le personnage de l'éditeur, disons, qui représente un peu ça, bien qu'il soit un peu décalé aussi par rapport à ce milieu-là. Il est conscient aussi d'une certaine distance. Et puis il y a surtout le personnage de Mark Williams qui part en province pour quitter tout ça, et puis qui a essayé en plus de mettre sa petite bombe dans le système un peu à travers son troisième livre qui a été refusé. Oui, non, mais ça m'intéresse. Le milieu de l'édition est intéressant, oui. Jean-Jacques Bonvin, je reviens à cette phrase, on est loin de Paris et loin de la poésie. Votre roman emprunte beaucoup dans sa forme, dans son système de référence, dans son attention aussi à la dimension sonore du langage, à la poésie précisément. Est-ce que ça l'éloigne, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, du roman américain? Tanguy Viel parlait tout à l'heure de Gass ou de Gadiz ou dans une certaine mesure de Pynchon, si l'on prend Gadiz, par exemple, c'est purement verbal. C'est-à-dire que le son passe par l'écrit par le son, c'est une succession de dialogues, tout est dans le son qu'il faut. En fait, en lisant, par exemple, un roman de Gadiz, on est contraint de faire travailler son oreille autant que son œil. Il y a des répliques, mais ces répliques sont dites sur un certain ton et il faut en quelque sorte les interpréter comme on interprète les phrases.
Donc de ce côté-là, je pense que le roman américain est tout très très proche du... Certains, j'allais dire les grands, mais c'est généralisé, mais certains sont très proches du son et d'un travail sur le... poétique, mais... Où l'attention est moins sur l'intrigue, sur l'action, que sur le langage précisément ici. Oui, encore une fois, si c'est en creux, si c'est en bémol, c'est quelque chose qui relève un peu de la volonté de formaliser. Il y a un peu de behaviorisme là-dedans. Tanguy Viel, je me tourne vers vous, parce que là on voit bien que je tourne un petit peu autour du pot, et la question qu'on se pose quand même à la lecture de votre roman, c'est de savoir s'il a ce qu'on pourrait appeler en anglais un agenda. Un agenda. Est-ce qu'il répond à un certain nombre de débats littéraires, par exemple, sur la supposée pauvreté d'une certaine littérature française, sur la volonté qu'ont certains écrivains de vouloir ouvrir la littérature française au monde, au-delà de son petit nombril, sur le succès aussi d'un certain nombre de romans français qui se piquent d'Amérique ces derniers temps? Ah oui, alors c'est vrai que c'est pas des débats qui me touchent de très près. J'y réfléchis pas parce que j'ai assez de problèmes dans les débats, dans des forces intérieures qui me tiraillent entre, d'un côté, une véritable envie de fiction, une fascination pour les grands raconteurs d'histoire que peuvent être justement les Américains mainstream, comme je disais tout à l'heure, qui au fond me rappellent la tradition des grands romanciers du 19e en Europe, en fait. Ils font pas très différemment, même formellement des fois. C'est très beau, mais je veux dire, c'est pas non plus des réinventions permanentes de la littérature. Or précisément, en Europe, on a ce socle réflexif, c'est peut-être ça que vous appelez poésie, au fond, qui est beaucoup plus une façon de retourner la littérature sur elle-même, de l'inquiéter et de la faire passer par des problèmes formels beaucoup plus intenses que les Américains, en tout cas toujours que ces Américains qu'on évoque. Et moi, au fond, ma scène, elle est là. Elle est entre une Europe réflexive, narcissique, un peu inquiète d'elle-même et toujours un peu, au fond, dans ce que Sarraute aurait appelé l'ère du soupçon, et une Amérique débridée, décomplexée, comme on dirait aujourd'hui, voilà, qui n'a pas peur de se balancer encore dans une idée de la littérature comme radiographie du monde, une porosité de la langue avec le réel, une véritable conversation même entre la société et la langue, que la France, c'est certain, a en grande partie perdu. Mais moi, j'en fais pas un cas moral, en fait. J'en fais un rapport de force qui me tiraille personnellement. Tout cela, évidemment, est inscrit dans votre roman La disparition de Jim Sullivan, Tanguy Viel, que vous faites paraître aux éditions de Minuit. On va en parler tout de suite, mais vous avez choisi, nul n'en sera surpris, pour en parler juste avant d'en parler, quelques notes de Jim Sullivan, UFO. Vous écoutez France Culture, vive la littérature. Je ne sais pas si c'est le moment de parler de ça, mais le fait est que beaucoup de choses restent encore mystérieuses quant à la disparition de Jim Sullivan il y a presque 40 ans dans le désert du Nouveau-Mexique. On a bien retrouvé sa voiture en bordure du désert, mais on n'a jamais retrouvé son corps, ni non plus aucune trace d'une lutte ou d'une présence, seulement sa coccinelle garée là, quelque part près de Santa Rosa, vitres et portes closes, sans le moindre choc ni effraction. Et c'est vrai que ce genre de choses en Amérique, si en plus vous êtes un chanteur un peu mystique, si votre disque le plus connu s'appelle UFO, ce qui veut quand même dire OVNI en anglais, alors pour certains de ses fans, ça ne faisait aucun doute, Jim Sullivan avait été enlevé par des extraterrestres. D'autres évoquent un règlement de compte avec une mafia locale, d'autres encore une bavure policière. Mais c'est vrai que ça reste une énigme, la disparition de Jim Sullivan. Une énigme qui bien sûr fascinait Dwayne Coster, sans quoi je n'aurais pas intitulé mon livre « La disparition de Jim Sullivan ».
La fameuse Tanguy Vielle disparition de Jim Sullivan et la mise en scène aussi du roman qui s'écrit, du roman déjà écrit par votre narrateur, un roman intitulé La disparition de Jim Sullivan. Il faut une énigme comme celle-là, comme la disparition de Jim Sullivan, combien de fois est-ce que je vais le dire, une sorte de question en suspens en fait pour que naisse un roman. En l'occurrence, non, parce que la disparition de Jim Sullivan est un événement qui, certes, a 40 ans, mais qui, à moi, est arrivé plus tardivement. Au fond, j'avais déjà commencé le livre quand j'ai découvert Jim Sullivan, grâce à Philippe Garnier, dans Rock and Folk. Et au fond, en découvrant cette histoire-là, j'ai trouvé le point de fuite du roman. C'est-à-dire que j'avais ce personnage de Dwayne Coster, dont je voyais bien que le sol se dérobait sous ses pieds et qu'il n'avait plus de domicile, qu'il avait que sa voiture et qu'il allait parcourir les États-Unis dans une suite de péripéties un peu rocambolesques. Et au fond, j'avais un problème pour arrêter cette fuite et j'avais un problème pour faire une boucle, puisqu'on parlait tout à l'heure des lignes, des boucles. Et je ne sais pas justement dans quelle mesure le fait que Jim Sullivan ait été potentiellement enlevé par des extraterrestres, ça a donné une verticalité au livre, une espèce d'aspiration, un peu rencontre du troisième type, vous voyez. C'est-à-dire comme si mon personnage avait une sorte d'horizon vertical. Et donc, je veux dire, je vous parle de ça comme une architecture mentale qui m'a aidé à un moment à faire la fin du livre, en fait, à aspirer le livre vers son vanishing point, quoi. Est-ce que la musique de Jim Sullivan, en particulier ce morceau UFO que vous citez dans le texte que je viens de lire, est rentré en compte dans le processus d'écriture, dans le rythme de la phrase ? Non, pas à ce point-là, parce que alors là-dessus, j'ai toujours rêvé évidemment qu'il y ait une sorte d'osmose entre des timbres musicaux ou des humeurs musicales et un certain ton littéraire, mais jamais j'ai pu trouver, et sûrement pas de manière théorique, la moindre équivalence entre un ton et une écriture, entre un phrasé et une musique en fait. Bon, après, je pense que paradoxalement, un certain type de musique va s'évoquer plus facilement avec un certain type de lexique. Mais un certain type d'adjectifs, par exemple, peuvent produire des tonalités plus mélancoliques ou plus... Voilà. Enfin, au fond, il ne faut pas avoir peur d'être assez frontal et d'être du côté de l'image avec la littérature, de dire les choses d'une certaine manière si on veut évoquer. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne crois pas que la musique puisse être transposable comme ça. La disparition de Jim Sullivan, Tanguy Vielle, ce serait comme une longue note de bas de page ou une note de fin en fait sur le roman américain qu'un auteur français aurait composé. Il nous en donne tous les secrets, les recettes, les points obligés. Alors un cadre familier, un héros carrément loser, des flashbacks, des détails plus qu'il n'en faut, un contexte de grands événements aussi, et de l'action comme dans tous les grands romans américains. Au point peut-être d'ailleurs pour ce livre d'en devenir un. Ce qui est intéressant d'emblée, c'est ce mélange de parodie et d'absolue confiance en même temps dans les ressources de ce roman à l'américaine dont vous parlez. Où est-ce que vous vous situez ? Ah ben, je pense au plein milieu, c'est-à-dire qu'il y a le côté laborantin qui voulait garder l'échafaudage à vue et mettre ce narrateur qui fait un peu le malin et qui démontre un peu tous les archétypes plus ou moins de la littérature américaine. Mais pour moi, ce narrateur est en mode autodestruction, c'est-à-dire que plus on avance dans le livre, et je pense que ce livre, on peut aller jusqu'au bout que si à un moment on adhère, si on glisse dans l'histoire et qu'on se rend compte, comme le narrateur, qu'on s'est fait avoir, ouais. C'est-à-dire qu'au fond, on a envie d'aimer ces personnages et de suivre l'intrigue. Si on reste sur la pure construction intellectuelle ou sur la simple ironie, je pense qu'on lâche le livre à la page 40. Cela dit, il y a quelque chose d'assez jouissif dans l'autodérision. Vous vous êtes beaucoup amusé, vous, pendant l'écriture de ce texte ? Je me suis beaucoup amusé quant au personnage du narrateur et au fond, justement, au fait que s'il y a bien quelqu'un dont je me moque, c'est de moi. Mais après, ça a été très compliqué de mettre en place l'intrigue. Dès lors comment ça s'est passé exactement ? Est-ce que vous avez fouillé en fait dans votre bibliothèque américaine pour relever en réalité tous les clichés ? Oui, mais sans le faire de manière trop rigoureuse, trop rigide. Et en fait, j'ai lu tout le temps, lu, et à chaque fois, au fond, là, de fait, un peu comme pour n'importe quel autre livre, c'est-à-dire que par moment, des courts-circuits se sont produits qui fait que je me disais, cette scène-là, ou ça m'ouvre, le baseball, voilà, ou les pom-pom girls, je sais pas. D'ailleurs, il n'y a pas de pom-pom girls dans mon livre. Non, mais avec le risque quelquefois que ça devienne parfaitement artificiel, qu'une intrigue vous tombe dessus simplement parce qu'elle sonne américaine. Oui, mais je pense que de toute façon, le livre hésite sans cesse entre le papier glacé de l'Amérique et une réalité plus fouillée, parce que, par exemple, j'y suis pas allé aux États-Unis pour faire ce livre. J'ai tout fait, soit avec la littérature américaine, soit avec Internet, avec Google View, Google Maps. J'ai marché dans les rues de Détroit pendant des heures, mais qu'avec Google, quoi. C'est un livre qui interroge aussi, du point de vue de l'écriture, le genre en réalité à chaque page, pratiquement à chaque ligne, ne serait-ce que par son statut de commentaire. Il oscille entre l'essai, le roman, l'autobiographie peut-être. Ce sont des questions que vous vous posez, cette interrogation sur le genre.
Ah ben oui, mais de manière dangereuse, parce qu'effectivement, je rêve toujours d'un livre qui arriverait à araser la question des genres et où je pourrais être à la fois un vrai narrateur, mais en même temps être complètement moi, être effectivement faire mon autobiographie et en même temps faire un essai, mettre de la théorie, mettre de la fiction. Il y avait déjà Et- cette tension dans Paris-Brest, votre Oui, je précédent crois, roman, ouais, vers ouais, l'autobiographie. Oui, mais alors là, du coup, finalement, je me suis peut-être un peu éloigné de cette affaire autobiographique et j'espère peut-être y retourner d'ailleurs parce que. Mais vous avez raison, mais c'est très délicat parce que c'est toujours, vous voyez, vouloir être à la fois l'oiseau et l'ornithologue, vouloir. Bon, c'est toujours des espaces où on risque d'annuler en même temps les affects ou les émotions de lecture. Donc, ce sont des équilibres très fragiles et très instables, me semble-t-il. Marc Greene, je me tourne vers vous en écoutant Tanguy Viel. Est-ce que vous pensez, vous aussi, que cette dimension réflexive, cette interrogation sur l'écriture, ça a quelque chose peut-être du roman français, comme il le disait tout à l'heure? Oui, c'est un petit peu... Parce que c'est un peu ce qui se passe dans votre roman, Le ciel antérieur. Vous voulez dire, ils réfléchissent beaucoup sur la littérature? Bah, ce sont trois personnages qui ont quelque chose à voir avec la littérature. Oui, Ouais. mais enfin bon, il y en a un quand même qui essaye, en partant, celui qui part en Auvergne, il essaie quand même de revenir vers des choses assez primitives, assez physiques. Hein. Au contraire, il essaie plutôt de s'éloigner Pour interroger l'écriture. pour interroger l'écriture, mais il crée une sorte d'écriture un peu primitive avec son petit groupe. Il organise un petit groupe de personnages, un atelier d'écriture un peu primitif. Et donc il va au contraire essayer de renouer avec avec un corps, avec du corps plutôt. À mon avis, ils essaient plutôt de s'éloigner d'une trop grande cérébralité. Dans la disparition de Jim Sullivan, pour revenir vers vous, Tanguy Viel, ça n'aura pas échappé à tous les férus de littérature. Il y a la disparition dans le titre. C'est pourtant vrai. Ce que vous dites. Et on ne peut pas s'empêcher d'y lire quand même quelque chose d'un peu olypien, Oui, d'un oui, exercice oui, de oui. style. Oui, il y a une part comme ça. Et si je peux me permettre d'évoquer ma propre différence avec l'Oulipo, c'est qu'à un moment, entre l'efficacité ou, si possible, même l'émotion romanesque et la règle, je choisirais l'émotion romanesque. L'Oulipien, normalement, s'il est orthodoxe, devrait respecter la règle jusqu'au bout. Alors, ce qui fait que dans beaucoup de cas, la limite de l'Oulipo, c'est ça, c'est qu'en fait, on n'est que là-dedans. Sauf peut-être chez Pérec qui arrive toujours à transcender ça d'une espèce de dimension existentielle, vivante. Même la disparition, enfin on se souvient que justement la disparition c'est l'absence du « e » dans le texte et que les critiques à l'époque, certains critiques à l'époque ne se sont même pas rendus compte. C'est-à-dire que la règle était digérée et que le roman tenait tout seul. Et de ce point de vue-là, voilà, moi je veux bien accepter de dire qu'il y a un effet de contrainte, que ça peut m'aider à écrire, qu'il y a un effet de sérialité aussi dans ce livre-là autour de l'Amérique et des ingrédients de l'Amérique, mais c'est vrai qu'à un moment, j'ai sacrifié des choses. Par exemple, je m'étais dit, je vais mettre les 50 États, le nom de 50 États des États-Unis dans ce livre. Bon, et à la fin, il y a des paragraphes qui ont sauté, et avec ont sauté 3 ou 4 États. Donc il ne reste plus que 46 ou 47. Bon. Donc vous voyez, un Olympien, il n'aurait pas cédé sur ça. Vous disiez tout à l'heure qu'on se fait avoir, et il faut même qu'on se fasse avoir. Moi, à certains moments, je me suis mis à douter de la bonne foi de votre narrateur, Tanguy Viel. Parce qu'en fait, ce roman américain supposément écrit, dont il nous parle, on ne le voit jamais. Et donc, c'est à se demander si le texte ne met pas en scène aussi son propre échec. Alors là, oui, dès que vous me dites le mot échec, je me sens très très bien. L'imposibilité, en fait, d'écrire un roman américain. Ah oui, l'impossibilité d'écrire un roman tout court même. Oui. Non, mais de toute façon, moi je me sens à l'aise et au fond peut-être même que, tout à l'heure vous parliez du défi qui a consisté, ou qui a présidé à la possibilité même d'écrire ce livre. C'est un défi aussi qui est d'abord un échec, c'est-à-dire au fond, tiens, je vais écrire que je n'arriverai pas à écrire un roman américain, ou je vais écrire que je ne suis pas un Américain. Et partant de là, il y a quelque chose qui se met en branle, comme si c'était plus facile comme une danse des morts au fond, vous voyez, c'est plus facile de commencer à produire de la figure et du geste sur un sol mortuaire que sur quelque chose où la vie vous déborde. Donc au fond, moi, dès qu'il y a de l'échec, dès qu'il y a de l'impossible, je me sens chez moi. Et au moins vous aurez tenté. Mais au moins, voilà, il y a quelque chose qui... De vous ouvrir à l'ailleurs, peut-être. Oui, puis si possible, de boucler la boucle avec moi-même sur cet enjeu-là. Enfin, c'est comme s'il fallait aussi que je règle un compte quand même, peut-être, avec mon propre échec, ma propre incapacité à produire de la fiction de manière épique, si je peux me permettre de penser que les Américains sont plus épiques que nous. Puis-je revenir sur ce que disait Tanguy Viel ? Évidemment. C'est que dans cette tentative d'en finir avec soi-même, il y a quelque chose de fascinant dans la multiplication des narrateurs. Il y a un narrateur qui, au fond, décolle d'un autre narrateur qui prend la parole.
Et c'est accompagné par un conditionnel. Le texte est parfois conditionnel, ce qui provoque des diffractions, des anamorphoses assez étranges dans le roman. Et à mon avis, c'est l'une des choses les plus passionnantes dans la disparition de Jim Sullivan. Si disparition il y a, c'est aussi celle pour le lecteur, d'un narrateur qui est remplacé par un autre narrateur qui utilise un autre ton. Et à la fin, l'histoire continue. Matériellement, l'histoire est toujours là, il y a toujours ce héros. Mais ce narrateur lui-même, au fond, en arrière-plan, il a tendance à apparaître, disparaître, à se mettre de côté. Et ça, c'est passionnant. Disparition d'un narrateur, Tanguy Viel. Vous vous acquiescez? Ah ben oui, c'est-à-dire surtout sur un jeu d'apparition-disparition permanent, en effet, qui est ma propre hésitation à soutenir le texte ou pas. Et au fond, à force d'entendre le mot narrateur, je ne peux pas m'empêcher de penser au texte de Benjamin sur la question du narrateur, par laquelle la question de la disparition du narrateur, chez Benjamin, c'est la disparition de la transmission de l'expérience. C'est l'incapacité qu'on a à produire un récit qui transmette la vérité de ce qu'on vit. Et j'ai toujours ce problème-là, c'est-à-dire comment transmettre une expérience même esthétique, enfin je veux dire une image mentale, comment transmettre un récit. Et mon narrateur est là pour à la fois dire et ne m'oubliez pas, je vais vous aider à vous raconter cette histoire, et en même temps il faut bien que je m'en aille, sinon vous ne pourrez pas la voir, cette histoire. Et je suis en porte-à-faux permanent en fait. Jean-Jacques Beauvin, est-ce que vous interrogez vous aussi dans Larsen la disparition du narrateur pour cette voix qui s'efface en réalité au profit d'une routine, au profit d'un groupe? Je pense qu'écrire, c'est aussi tenir compte de ses manques, de ses faiblesses. Et les miennes sont d'ordre, je dirais, presque neurologique, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes de fonctionnement mental qui contraignent un type d'écriture. Je ne suis pas du tout grandiloquent en disant ça, mais je veux dire qu'il y a, je dirais, pathologies pour simplifier, des pathologies qui contraignent par exemple, à la brièveté. Des absences en réalité. J'aime beaucoup ce terme, absence. On reste sur absence. Alors des absences qui contraignent par exemple, à faire fi d'un type de description, d'un type de narration qui se développe et qui donne dans le dialogue ou autre, pour le ramasser dans un espace qui est maîtrisable. Et lors du processus d'élagage, qui est l'un des processus les plus intéressants dans l'écriture, eh bien, le seul problème, c'est de s'arrêter. Quand on arrive à l'os, on ne peut pas aller plus... On peut aller plus loin, mais alors il ne reste plus rien du tout. Larsen, Jean-Jacques Bonvin, votre deuxième roman qui est paru chez Alia et qui distille un parfum, lui aussi, d'Amérique. On en parle juste après ces quelques notes de Tom Waits que vous avez choisi. Bad as Me, pardon. L'asphalte qui doucement se réchauffe, Larsen se prépare à démonter le moteur de la Triomphe. Mon cœur bat. Savoir enfin quel jeu jouent les soupapes quand les pistons jouent le leur. Je m'agenouille à son côté, une clé commence à tourner, mais Larsen se relève, car apparaît le nez du V8 mère métallisé de Gina, puis les portières et le plateau. Elle tourne lentement, veut montrer à Larsen le respect qu'elle voit à l'asphalte, par métonymie à la terre et au gravier qui y mène. Le pare-choc, à 3 étages, s'arrête devant mes yeux. Je suis resté accroupi auprès du moteur, les yeux fixés sur les jantes inouïes. Gina met le levier de la boîte en position neutrale et descend en claquant la portière derrière elle. Elle sourit. Devant, il lui manque une dent. Elle signale le plaisir qu'elle a de revoir Larsen en penchant la tête vers l'arrière. Son visage est tourné vers le ciel, la langue est bombée. On en voit le fait, il suinte.
Gina, en quelque sorte, bave vers Larsen, à qui elle a déjà fauché des centaines de dollars, quelques onces d'herbe, le double des clés de la Volvo et une paire de Ray-Ban. Larsen qu'elle aimerait retrouver dans son collimateur, on appelle ça l'amour, et de fait elle se jette sur lui et l'inonde de ses sucs. Il y a beaucoup de choses dans ce texte que j'ai lu, cet extrait de Larsen, Jean-Jacques Bonvin, l'asphalte, le moteur, la matière, la mécanique. Et les lecteurs de votre premier roman chez Alia Ballast ne seront pas surpris parce que on y retrouvait précisément ces terreaux. Comment est-ce qu'on peut les appeler, terreaux? Oui, je pense que dans Ballast, c'était encore un terreau prometteur, un terreau sur lequel on roulait avec plaisir et même avec un désespoir qui était un désespoir qui s'apparentait au bonheur. Là, encore une fois, je pense que c'est plutôt l'entropie, c'est-à-dire que s'il y a de l'asphalte, il a plutôt tendance à partir en morceaux. Donc la nuit, il faut se lever et combler les nids de poules. Donc c'est bien le même matériau. Oui, la métaphore reste en réalité. Vous avez d'ailleurs publié un tout premier texte, je crois, qui s'appelait La résistance des matériaux. Oui. Mais là, j'essaie de matériaux de construction, très spécifiquement. C'est-à-dire de problèmes de murs, de tuyauterie, d'évacuation d'eau. Donc on donnait plutôt dans la... C'était extrêmement compact comme thématique du matériau. C'était vraiment quels sont les conduits qui, dans une maison, fait que ça fonctionne. L'électricité, l'arrivée, l'écoulement des eaux principalement. Là, c'est vraiment je pense que le matériau couvre la totalité du territoire parce que l'endroit où se passe cette action, cette inaction, c'est un territoire qui est totalement parsemé d'épaves, de centaines de machines-outils. Il y a même des camions à moitié démontés. Donc c'est beaucoup plus large comme perspective. Larsen, c'est le titre de votre roman, mais c'est aussi, Jean-Jacques Bonvin, le nom de cet ex-tolard installé en Californie, chez qui le narrateur va passer 2 semaines de vacances. Un bricoleur qui récup, qui assemble, qui répare, qui soude, et qui rassemble autour de lui une poignée de zozos, des laissés pour compte, des adeptes de la fumette, des fous, des poètes quelque part. Il y a paradoxalement dans cette petite communauté précaire quelque chose de l'utopie, j'ai l'impression. Oui, mais c'est peut-être ça l'utopie réalisée. L'utopie réalisée, est-ce que c'est le bonheur de petites demeures entourées de fleurs où tout le monde est heureux, ou est-ce que c'est cet état de quasi-sommeil en attendant le grand? Je ne sais pas. Mais ça pourrait être une utopie réalisée, oui. En tout cas, c'est une résistance très clairement à l'urgence, à la société de consommation, au tout de suite, à l'hystérie collective. Oui. Enfin, individualiste, pardon, au contraire. Collective, individualiste. Disons que l'hystérie elle est très présente. Elle apparaît de manière ponctuelle, mais l'hystérie est présente. N'est pas forcément manifestée par des éclats spectaculaire, c'est parfois quelque chose de très intérieur, mais c'est encore plus inquiétant peut-être. C'est un regard qui va la dire. Qu'est-ce qui se joue dans le collectif de cette communauté? Le simple fait d'être ensemble. Étrangement, je pense que c'est assez étrange comme façon d'être ensemble. La colle qui lie tous ces individus entre eux, qui les lie et qui les lie aux matériaux aussi, puisque ce qui les lie entre eux, au fond, c'est l'intérêt qu'ils ont pour des matériaux. C'est une accointance qui relève de la nécessité, et puis en même temps, je pense qu'il y a en filigrane toujours le désir, mais très 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 fort, de s'en aller. Ça ne peut pas durer comme ça. Et là, je me tourne vers vous, Mark Greene, parce que vous parliez tout à l'heure d'un de vos personnages qui s'appelle Mark Williams et qui s'en va justement en Auvergne et qui a ce projet d'écriture collective. Il y a quelque chose de similaire ici dans la création d'une fraternité qui résisterait au temps. Oui, un petit peu, oui, c'est-à-dire qu'il se met vraiment au vert. D'abord, il décide de quitter Paris. Ensuite, il va d'abord à Clermont-Ferrand. Il fait un petit atelier d'écriture avec des gens du cru qui sont pas des gens très impressionnants, enfin qui sont des gens qui veulent participer à un atelier d'écriture. Et puis petit à petit, il s'aperçoit que ces gens sont assez motivés et ont envie d'aller un peu plus loin. Et donc, il décide de créer effectivement une communauté, une sorte de petite communauté dans les monts du Forez.
Ils investissent un camping abandonné. Et là, ils se livrent à un certain nombre d'expériences ou d'expérimentations autour de l'écriture, en essayant peut-être de retrouver un petit peu l'esprit peut-être de certaines communautés hippies des années 60 ou 70. Juste une incise. Par rapport à cette communauté qui se retrouve en Auvergne, dans le roman de Mark Greene, ce qu'il y a de frappant, c'est la volonté d'expérience du meneur, du leader, Oui. qui au bout d'un moment mène les choses et les gens Oui. presque à leur terme. C'est-à-dire que c'est une expérience qui est quand même très poussée. Oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Par exemple, il décide de les mettre nus dans la forêt, de les faire écrire nus pour voir un petit peu comment ça va se passer. Est-ce que ça va avoir une forme d'influence sur leur écriture? Il les attache. Il les attache, il leur fait faire des choses un petit peu, il leur fait faire de vilaines choses, c'est vrai. Ouais. Oui, il y a une volonté d'expérimentation un peu poussée, un peu radicale, on va dire. Oui. Ouais. Alors que j'apporte un complément de réponse. Je dirais que dans Larsen, la quasi-totalité des personnages sont littéralement illettrés, ne savent pas écrire. Le seul qui sache à peu près écrire, c'est Larsen. Et si je mêle fiction et réalité, je dirais que ces textes sont des textes hallucinants parce qu'on sent on sent le souvenir de l'écriture, on sent le souvenir de la littérature, on sent le souvenir des lectures, mais complètement démantibulé. Il y a quelque chose d'absolument passionnant dans la langue que vous employez, Jean-Jacques Bonvin, c'est qu'elle se teinte d'anglais, quelquefois sans ponctuation ni typographie, qui pourrait différencier les deux langues. Et ce, dès la première phrase d'ailleurs, avec la mention de mon bagage à main built to resist. C'est comme si les deux langues se soudent et se fondent l'une dans l'autre, pour reprendre cette métaphore qui traverse votre texte de la soudure. Est-ce qu'il y a là le désir de réinventer, de réactiver peut-être la langue française, de lui redonner quelque chose? Built to resist, en fait, c'est un peu autre chose dans la mesure où c'est le slogan publicitaire des sacs Eastpak. Ça, si je l'ai là. Et c'est Built to resist, mais comment le dire autrement qu'en anglais? Et puis, il y a certains mots, certaines phrases touchant directement certains matériaux, par exemple, qui exigent d'être dans la langue originale. Et j'aime bien introduire des termes étrangers, tout simplement parce qu'ils donnent tout d'un coup un impact. Puis, ils ont tendance aussi à casser un peu le rythme qui peut être, au bout d'un moment, un peu fastidieux de la phrase. Tanguy Ziel, je me tourne vers vous parce que vous faites la part belle, vous aussi, aux mots et aux noms qui sonnent américains. Il y a une dimension poétique, je vais me faire engueuler là encore, il y a une dimension poétique dans l'approche de la langue française qui se greffe. Ah oui, d'anglais. Oui, et puis en fait c'est surtout que chez moi, pour écrire très régulièrement, les signifiants, vraiment dans leur matérialité propre, sont des jalons, des cristallisateurs, des moments qui permettent de construire autour d'eux des paragraphes ou des scènes entières dont l'énergie ne peut provenir que de la gangue du signifiant lui-même, en fait. Alors, notamment certains, par exemple, les noms propres aussi américains ont eu évidemment une force pour moi. Ce à quoi je pensais tout le temps, c'était les pages de Proust, nom de pays, le nom, dans lesquelles, bien sûr, il ouvre les mots qui le font le plus rêver sur des pages et des pages, uniquement à partir de leur sonorité ou de leur matérialité. Marguerite, vous écrivez? Vous pourriez écrire en anglais? En anglais, peut-être avec un peu de difficulté. Je pourrais écrire en espagnol. Oui, la question de l'attachement effectivement à la langue française est un peu curieuse. Le français est la dernière langue que j'ai apprise, mais je l'ai adoptée très vite. Alors c'est peut-être c'est la langue maternelle, c'est peut-être à cause de ça. Je ne sais pas. On va se plonger, Mark Greene, dans votre roman délicieusement français, Le ciel antérieur. Ce dernier roman que vous publiez aux éditions du Seuil, juste après un extrait de Watermelon Easter Hay, sur votre conseil. Franck Zappa, vous êtes sur France Culture, vous écoutez Le Carnet d'Or.
Car écrire tout de même est une aventure dont il faut admettre souvent qu'on n'a pas le courage de l'entreprendre. En tout cas, moi, je n'en ai jamais été capable, sauf ce soir peut-être. Une aventure qui consiste à fixer une table au bord d'un précipice. Une table qu'on a trop longtemps portée sur son dos. Une table qui vous casse le dos et qui vous scie les jambes, qu'on a trimballée partout, en repassant par les mêmes endroits. La première tâche d'un écrivain consiste à trouver son précipice. Mais ceux-ci sont de plus en plus rares. Le monde contemporain a comblé à peu près tout ce qui ressemblait à un précipice. Les pelleteuses du monde contemporain travaillent inlassablement jour et nuit. Tout est désormais bouché, remblayé, colmaté. Il faut trouver son précipice et là, laisser glisser sa table jusqu'au sol et tenter d'en fixer les pieds. Le sol est aride, inégal, pierreux. Parfois c'est de la roche dure. Si l'on a choisi le sommet d'un pic, par exemple, il n'y a pas moyen de trouver un semblant d'équilibre. L'écrivain doit utiliser ses propres vêtements pour caler les pieds de sa table. Les plier en quatre, les mouiller pour les rendre compacts si besoin. Il ne dispose d'aucune aide, personne ne vient lui porter secours. Il n'y a jamais personne au bord des précipices. Le vent souffle par rafales mêlées de pluie. Il fait un temps de chien au bord des précipices. Ou bien c'est le grand beau temps, comme on n'en voit nulle part ailleurs. Un ciel étonnamment pur, un soleil à fendre les pierres, mais aussi du vent, un vent puissant, changeant, qui menace à chaque instant de tout emporter. L'écrivain a le plus grand mal à accomplir sa tâche. Il doit plaquer sa feuille blanche contre la table à l'aide de sa main gauche. Souvent, il est contraint d'écrire entre ses doigts. Il garde la feuille au plus près de son corps pour la protéger de la pluie. Il avance les épaules et allonge le cou, de sorte qu'il n'y voit presque rien. Le précipice, pourtant, est une condition indispensable. Il n'y échappe pas. C'est ainsi. Ce monologue intérieur de votre personnage, l'éditeur Jean-Pierre Bissonnet, dit Pierre Orangel, Marc Grimm, ce monologue il se lit un petit peu comme un manifeste ou comme un art poétique. C'est une sorte de programme d'écriture pour vous aussi. Oui, quand même, oui. L'éditeur n'a jamais écrit, il a toujours eu un petit peu le rêve, ou peut-être il a tourné autour un petit peu de la question de la possibilité d'écrire lui-même. Sauf peut-être ce soir. Sauf peut-être ce soir, parce qu'il est tard, il est 3 ou 4 heures du matin, il a bu déjà 5 ou 6 whisky, et puis il pense aussi à l'écrivain, à son ancien écrivain Mark Williams, qui est parti en Auvergne, et donc il va peut-être réussir à se lever, à se mettre à sa table, et enfin à écrire. Et effectivement, oui, il y a quand même une idée j'en reviens un petit peu à ce mot, un petit peu de radicalité ou de confrontation à la fin et à la mort qui me semble quand même indispensable à l'acte d'écriture. Qu'est-ce que ça veut dire trouver son précipice, c'est ça? C'est se confronter à sa fin. Trouver son précipice, c'est trouver sa mort, c'est-à-dire c'est trouver sa limite d'une certaine façon. C'est l'objet de l'écriture justement que de chercher, que d'être dans la recherche de ce précipice. Oui, mais c'est aussi l'objectif de la vie. C'est-à-dire que pour que la vie puisse advenir, il faut qu'il y ait une limite, il faut qu'il y ait de la mort, quoi. Alors là, je ne résiste pas à l'envie de me tourner vers vos camarades, là, évidemment. Jean-Jacques Bonvin, par exemple, quel serait votre précipice? En ce qui me concerne, le précipice, c'est peut-être que l'écriture entre en jeu ici, je ne sais pas très bien, parce que je ne m'en rends pas vraiment compte. Le précipice, c'est moi. C'est-à-dire que c'est l'ego. S'il y a quelque chose dans quoi je tombe sans arrêt, dont j'aimerais bien soit en finir, c'est-à-dire remonter d'où je viens, je ne sais pas très bien ce que c'est, soit en finir complètement par écrasement total, c'est vraiment le moi et c'est l'ego. Et vous, Tanguy Vial? C'est une belle réponse, hein. Moi, je pensais au titre de Winnicott, qui s'appelle « La crainte de l'effondrement », qui est une phrase qui, personnellement, me hante régulièrement. Et j'ai envie de dire, un peu en complément et un peu pour faire bifurquer, mais qu'au fond, écrire, pour moi, c'est quand même éviter le précipice. C'est quand même un moment, mettre au moins un tapis de branchage, je sais pas, construire une cabane, faire quelque chose qui fait que, bien sûr, le précipice est là. S'il n'était pas là, il n'y aurait pas d'écriture, ça c'est certain. Mais le livre est ce qui me maintient. Le ciel intérieur, c'est votre dernier roman qui ne cesse d'interroger quand même l'écriture, puisque les 3 voix qui l'habitent sont celles de personnages qui ont quelque chose à voir avec l'écriture. Ce vieil éditeur, Pierre Orangel, et 2 de ses anciens auteurs, la célèbre Félicia Lascaux. Oui, elle a du succès. Qui habite aujourd'hui à New York. Qui est partie à Brooklyn. Alors elle est partie en quête d'Amérique. Et l'autre, mais dans une certaine mesure, les 2 personnages
vont un petit peu en quête d'une forme d'Amérique, parce que l'Auvergne, pour moi, ou la région du Forez, est presque une sorte de petit Far West français. C'est une région relativement peu peuplée, un peu reculée. Donc celui qui part en Auvergne, c'est Mark Williams, qui a disparu quand Voilà, le roman Mark commence. Williams a disparu, oui. Il disparaît sans donner... On ne sait plus où il est, et il est parti en Auvergne, effectivement. Il est parti s'enterrer en Auvergne. Et le New York de Félicia Lascaux, pourquoi ce lieu? Alors, moi, je pense qu'elle aussi va... Parce qu'il y a une question que je me pose quand même, enfin, on l'a brièvement évoqué au début de l'entretien. La question que je me pose, moi, c'est pourquoi l'Amérique attire autant? Pourquoi il y a autant d'écrivains, de livres américains dans les librairies en France? Pourquoi les écrivains américains sont-ils si facilement traduits et les écrivains français si difficilement traduits à l'étranger? Qu'est-ce qui se passe là qui fait que l'Amérique intéresse, que l'Amérique plaît? Moi, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qu'on pourrait rapprocher d'un air de liberté, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose de l'ordre peut-être du souffle que l'Amérique apporte et que la France a peut-être, depuis quelques décennies, cessé d'apporter. C'est une question que je pose, j'ai pas une réponse. C'est un peu ce que vous disiez, Tanguy Vial, au début de l'émission, en disant que la littérature américaine reprenait ce que la littérature française avait abandonné, quelque part. Sur le besoin de narration et donc peut-être sur la liberté liée à la création dans ce sens-là, oui, sans doute. Mais après, c'est tellement difficile comme question et ça repose sur tellement de Vous remarquez que c'est pas moi qui l'ai posé, pour une fois. Pour une fois. Jean-Jacques Bonvin, je vous voyais sourire et acquiescer quand même à cette question posée par Mark Greene. La liberté, je ne suis pas sûr qu'elle soit plus grande aux États-Unis qu'ici. Je crois qu'il y a un idéal de liberté, il y a une mythologie de la liberté à laquelle on se conforme. Dans la réalité des faits, je ne suis pas sûr que... Il y a de l'espace, c'est ça, comme dans le Massif central. Je pensais d'ailleurs au plateau de Mille Vaches parce que je pensais au Montana, c'est-à-dire Montana qui est considéré comme l'État américain qui produit, qui enfante continuellement les plus grands écrivains. Une école, effectivement, du Montana. Il y a l'école du Montana, mais il y a aussi une école du plateau de Mille Vaches, c'est-à-dire, mais elle n'est pas reconnue. C'est Michon, c'est Bergogneau, c'est Millet. Il y en a d'autres qui viennent de cette région spécifique, et le plateau de Mille Vaches est omniprésent. Est-ce qu'elles sont comparables, ces écoles? Absolument pas. Voilà, c'est ça. En rien. En rien, ouais. Marguerite, je me tourne vers vous à nouveau. Il y a des points communs, j'ai l'impression, entre votre livre et celui de Tanguy Viel. À commencer d'abord par la disparition d'un personnage. Oui, c'est comme ça que vrai. commence votre... Oui, c'est très attirant, les disparitions. Oui. Mais parce que la disparition est aussi est un vide, elle crée un trou. Donc c'est un précipice aussi, une disparition. Et un mystère et donc, du suspense. Et il y a quand même, je crois, une certaine forme, bien que le livre soit pas un thriller à proprement parler, mais je crois qu'il y a un peu de suspense quand même dans le livre. Ouais. Terriblement, et vous en jouez à chaque fin de chapitre, tant mieux. avec la dextérité d'un vrai romancier américain. Ah bah c'est très gentil de me dire ça me fait plaisir. Vous pensez, vous, comme un romancier français? Oui, bien que quelqu'un m'ait dit récemment que j'écrivais comme un Américain, ça m'a un peu surpris. Et alors c'est assez drôle parce que depuis quelque temps, j'ai l'impression que je suis un peu en train de me découvrir réellement comme un franco-américain et peut-être même à accomplir quelque chose de moi, quelque chose de l'ordre presque biographique, quelque chose qui s'amorce dans l'acceptation que j'ai de moi-même comme américain. C'est à tous les trois que je vais m'adresser maintenant. Mark Greene, Tanguy Viel et Jean-Jacques Bonvin. Il nous reste quelques minutes avant de tourner cette page du Carnet d'Or et on va terminer comme on a commencé avec des mots que je vous emprunte, des mots de Mark Greene que j'ai tirés du ciel antérieur et que j'aime bien. Donc je vais vous les lire. Un territoire infini que je partageais au galop sur le dos d'un livre. C'est une réflexion sur la lecture, comme il y en a beaucoup dans votre livre. Et s'il y a un vrai point d'accroche entre vos trois textes, à mon avis, c'est bien la place prépondérante de la lecture. Mark Greene, au point que des chapitres entiers dans votre livre sont des comptes rendus de romans que l'éditeur, par exemple, a lus pour nous. Oui, il y a à la manière d'Exphrasis, comme on décrirait un tableau. Là, oui, c'est vrai. Il y a quelques romans dans le roman. Oui, c'est vrai. Ouais. Et le fait que la lecture se mette en scène comme ça, est-ce que ça veut dire que la création naît de la lecture? Parce que c'est une question qui se pose dans le texte. Est-ce que ça veut dire qu'on écrit toujours de ses lectures? Oui, ça c'est l'éditeur. En même temps, parfois un excès de lecture peut empêcher d'écrire aussi. D'ailleurs, souvent, quand on est plongé dans l'écriture d'un livre, on a du mal à en lire d'autres quelquefois. Il faut se méfier d'ailleurs des livres qu'on peut lire à côté, qui peuvent vous influencer
trop vous influencer. Jean-Jacques Bonvin, vous pensiez quand même pas que j'allais faire l'impasse sur les lectures de votre narrateur, et en particulier ce Bolaño qui hante littéralement Larsen. Pourquoi Amuleto en particulier? Pourquoi ce texte? D'abord parce que c'est un texte que je lisais la dernière fois que je me trouvais dans le lieu qui sert de prétexte au roman. Et puis ensuite, dans l'écriture d'un roman, il y a comme une trajectoire qui, à un moment donné, en rencontre une autre. C'est-à-dire qu'au fond, l'écriture rencontre la lecture. Et c'est à cette intersection, je pense, que se jouent des choses qui enrichissent un peu l'écriture. Il y a comme une démultiplication, au fond, de ce qui est écrit non pas tellement par ce qui est lu, mais par le souvenir de ce qui a été lu autrefois. Il y a un point de rencontre où tout d'un coup, un souvenir se déclenche, qui est le souvenir d'une lecture, et l'écriture se poursuit un peu avec cette, je dirais, cette impression de lecture. Et dans le livre, c'est impressionnant. Quelquefois, le réel se brouille complètement au point qu'on ne sait plus vraiment si on est dans les lectures du personnage ou dans ce qu'il est en train de vivre. Merci. C'est intéressant, Tanguy Viel, parce que dans la disparition de Jim Sullivan, tout est lecture. Pour le coup, on lit un texte, nous, en tant que lecteur. Le lecteur est presque mis en scène dans votre livre. Le narrateur nous parle de son texte, qu'il relit, en quelque sorte, pour nous. Est-ce que vous écrivez vous-même à partir d'une bibliothèque idéale ? J'écris sous le poids de la bibliothèque, oui, qui a différentes fonctions et qui est à la fois une sorte de, je pense, un surmoi énorme, en même temps un déclencheur parce que beaucoup d'idées me viennent en lisant, et aussi un configurateur d'images ou de scènes. C'est au fond, moi, quand je pense à un personnage, très vite, il est redoublé, retriplé par des silhouettes qui sortent de mes souvenirs de lecture. Aussi, bien sûr, il y a le cinéma qui vient troubler les cartes, mais oui, moi j'ai l'impression d'être hanté en permanence par une bibliothèque assez écrasante. Non pas que j'ai lu tant que ça, d'ailleurs, enfin, je suis un lecteur normal, je suis pas un érudit, comme on dit, mais malgré tout, ça prend des places peut-être même disproportionnées quelquefois chez moi, et qui médiatise beaucoup mon rapport à la fiction. C'est ainsi qu'on va tourner cette page du Carnet d'Or. Merci à tous les trois. Je rappelle les titres de vos livres: La disparition de Jim Sullivan de Tanguy Viel aux éditions de Minuit, Larsen de Jean-Jacques Bonvin chez Alia, et enfin Le ciel antérieur qui est publié Mark Green aux éditions du Seuil. C'était le Carnet d'Or que je vous invite bien sûr à réécouter et à podcaster sur le site de franceculture.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook et sur Twitter. Merci Avril Ventura. Merci Isabelle Ihuel pour la réalisation, à la technique aujourd'hui Olivier Dupré. Rendez-vous samedi prochain, même heure, 17h, pour une nouvelle page du Carnet d'Or consacrée à la tentation du social, avec 3 écrivains qui interrogent dans leurs écrits la précarité, avec ou sans économie de moyens. Elena Vilovitch, Samira Sedara et Tancred Voiturier. D'ici là, tout de suite maintenant, c'est Xavier Delaporte et sa place de la toile. Juste après le journal de la rédaction, vous écoutez France Culture. Vive